Donc, élément important, avant d'attaquer les variétés, je pense qu'il faut bien être clair que dans les conditions de production actuellement, la variété peut avoir un rôle à jouer dans le résultat final, mais il ne faut pas non plus espérer qu'elle va faire 100% du boulot. Mais aujourd'hui, c'est vrai que dans un contexte de présence de ravageurs plus important, alors cette année à l'échelle française, on a de gros écarts de présence, notamment l'arbre d'Altise, mais aussi Charançon du bourgeon terminal pour les ravageurs d'automne. Mais l'aspect variétal peut rentrer en ligne de compte. Notre aspect climatique a quand même été assez compliqué cette campagne, donc c'est vrai que tout le monde retiendra la partie gel, mais on a quand même l'excès d'eau pendant l'hiver, on a le gel du mois de février, on a 1 mois et demi à 2 mois de sec selon les régions françaises sur mars, avril, et puis après on a le gel aussi sur avril, et puis après les excès d'eau que certains ont rencontrés ces derniers jours ou ces dernières semaines. Donc on a vraiment un scénario climatique très chaotique. Donc c'est vrai que le colza habituellement se sort pas trop mal de ces excès climatiques quand on a un ou deux dans la saison. Là, on va dire qu'on cumule un certain nombre d'accidents et à cela vient se rajouter l'aspect ravageur. Donc c'est vrai qu'habituellement on avait l'un ou l'autre. Là, on commence à cumuler beaucoup de choses et donc l'aspect variétal peut venir nous aider à essayer de surnager dans nos problèmes. À cela, il faut aussi rajouter que les solutions phytosanitaires sont moins efficaces ou disparaissent. Donc, ça veut dire qu'il y a éventuellement moins de systèmes pour se rattraper par rapport à cette pression ravageur. Et donc, quand on regarde tout ça, on a un effet variétal qui peut aider à améliorer la situation. Donc, sur la diapo suivante, on a remis l'ensemble des critères par rapport à la culture du colza. Donc, c'est un point important. Je pense que tout le monde soit vigilant. Là, on est sur un exposé ce matin, je dirais 100% variété, avec deux critères principaux qui vont être la partie vigueur et la partie comportement ravageur. Mais ça ne doit pas faire oublier l'ensemble des autres éléments de l'itinéraire technique. Le discours n'est pas de dire on fait la meilleure variété, ça va bien se passer. Malheureusement, ça serait un peu trop facile. Donc, c'est clair que la rosace qui est à droite de votre écran, tout ce qui prend en compte la partie travail du sol, la partie date de semis, les colzas associés, la fertilisation organique et ou minérale, le choix des semences, on va y revenir sur la partie variété, c'est l'exposé de ce matin, mais aussi la gestion du désherbage, notamment par l'incidence des chlores qui sont importantes, vu le taux de salissement des céréales là, qui arrive actuellement. Mais les chlores aussi en surdosage, les variétés ne sont pas forcément contentes. Et puis, voilà. Donc, le choix des semences est un des éléments de l'ensemble de ce camembert-là. Et il ne faut pas oublier que dans les résultats, notamment les résultats rendement, la part la plus importante du rendement, c'est la partie liée à l'essai, donc c'est-à-dire le type de sol, la conduite de l'agriculteur, etc. Et l'aspect variétal strict, quand on n'a pas de problème, c'est quelques pourcents. Donc voilà, donc il faut bien remettre l'église au milieu du village par rapport à l'incidence de la variété. Par contre, c'est clair qu'une variété qui n'est pas à sa place, donc je vais prendre tout simplement une variété que tout le monde connaît ici, c'est la variété Mambo. Variété Mambo en limon profond avec pas de problématiques ravageurs, ça va très bien se passer, on peut faire des rendements tout à fait normaux, 40, 45, voire même 50. Par contre, cette campagne des Mambo en argilo-calcaire superficiel avec une pression ravageur importante, ça va être la catastrophe malgré le retour des pluies tardifs. Donc il faut bien remettre en place. Certaines variétés à certains endroits peuvent poser plus de problèmes que d'autres. Donc vigilance par rapport à cet aspect variétal. La variété ne fera pas tout, mais peut aider. Et aujourd'hui, l'objectif, c'est bien de caractériser un petit peu ces éléments-là. Et c'est ce qu'Arnaud va vous présenter à présent sur les éléments qu'on a collectés. Alors, sachant qu'on a fait volontairement aussi un choix. Donc, on va parler vigueur de départ, etc. Mais on avait collecté pas mal de données. On vous avait présenté les données l'année dernière. Donc, je vous invite aussi à retourner sur le replay de la campagne dernière, si besoin était, où là, on avait été beaucoup plus dans le détail que ce qu'on va être ce matin sur les techniques d'acquisition, les choses comme ça. Là, on va les rebalayer pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois sur ce thème-là. Mais vous n'hésitez pas à reprendre la partie introductive de la campagne dernière. Arnaud, je te passe la parole sur les diapos suivantes. Donc,
n'hésitez pas, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, je vais m'occuper de la gestion des questions pendant que Arnaud fait l'exposé. Donc, je pourrai intervenir soit directement, soit indirectement pour compléter si besoin était. Merci Julien. Hop, voilà. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Arnaud Van Oxum. Donc, je suis responsable de l'évaluation des variétés chez Terrinovia. Et donc, je vais continuer cette présentation pour vous présenter donc les principaux travaux réalisés sur la vigueur et les ravageurs au niveau des comportements variétaux sur notre réseau Terrinovia d'évaluation des variétés qui est mis en place chaque année avec les partenaires partout en France. Et donc, on a donc réalisé depuis 3 ans actuellement des travaux sur la vigueur. 3-4 ans, même ça fait 4 années hein, qu'on réalise des travaux sur la vigueur. Et ça fait 2 ans qu'on réalise également des travaux sur la partie ravageur. Donc, sur la partie vigueur, je vais vous présenter, donc on avait déjà présenté les résultats l'année dernière, donc maintenant je vais vous présenter les résultats de cette campagne aussi. Donc des acquisitions qui ont été faites cet automne, enfin l'automne dernier, sur le colza. Simplement en préambule, parce que bon, pour ceux qui n'ont pas encore suivi nos travaux sur la vigueur, un petit rappel méthodologique. Donc la vigueur maintenant, on la réalise par acquisition drone. Donc on réalise des vols de drone pour qui vont prendre un certain nombre d'images. Les images vont ensuite être, on appelle ça l'orthomosaïquage. Donc toutes les images prises par le drone à basse altitude, puisqu'on a besoin d'une très haute résolution, vont en gros être collées par un logiciel entre elles et pour redonner une seule image de la plateforme en haute résolution. Ensuite, quand on aura la plateforme d'essai, on va pouvoir convertir pour chaque microparcelle le vert qu'il y a sur l'image en pourcentage de vert, qui est en fait le pourcentage de couverture du colza pour chaque microparcelle. Et ensuite, en découpant les microparcelles par un logiciel et en identifiant ces parcelles par le numéro de répétition et par le nom de la variété, on a la donnée par microparcelle, par variété, par essai. Et puis après, on réalise la synthèse. Donc, on a un certain nombre, entre guillemets, de dronistes qui sont présents chez Terrinovia pour réaliser ces vols. Et cette année, on a élargi en plus à des partenaires qui nous ont également réalisé également ces vols. Alors, une fois qu'on a cette donnée-là, on va donc avoir des acquisitions de drones, donc le pourcentage de couverture à différentes dates. On va avoir du coup l'évolution de la couverture du sol à l'automne. On va en déduire la vigueur à l'automne. Ça va être en fait l'air sous la courbe d'évolution de la couverture. Voilà. Plus l'air sous la courbe sera importante, plus la variété sera vigoureuse, parce qu'elle aura, en gros, c'est une vitesse de couverture du sol, de croissance hein, qu'on mesure. Et on va aussi mesurer donc 2 variables, la vigueur à l'automne, mais aussi la vigueur de départ. Alors ça, la vigueur de départ, c'est on la mesure très bien à 3-4 feuilles. Je ne reviens pas forcément là-dessus, mais dans nos différents travaux, on a montré que l'image qu'on réalise, la première image qu'on réalise à 3-4 feuilles, donne un très bon aperçu de ce qu'est la vigueur de départ de la variété. Et enfin, la couverture maximale du sol aussi avant couverture complète, puisque sur ce type de drone, on ne peut pas réaliser d'image quand l'interrang est entièrement couvert. Donc en 2021, donc là ici vous avez les sites qui ont été mis en place, donc il y en avait 16 au départ. Enfin, vous avez des partenaires ici, donc partout en France. Donc il y en a eu 7 au final qui ont été valides avec sans réserve, c'est-à-dire sans précaution en termes d'analyse d'image. Le colza était homogène, bonne qualité des images. 4 essais avec quelques précautions en termes de légère hétérogénéité du colza ou des images de qualité inférieure, mais on a pris en compte voilà, cette hétérogénéité. Et en fait, finalement, le comportement des colzas est similaire aux images qui étaient à plus haute résolution. Et enfin, 5 essais invalides. Alors, c'est invalide, c'est pour des problèmes de levée, pour n'importe quel essai qui peut voilà, ou des problèmes d'adventice des fois aussi, mais surtout des hétérogénéités de levée dans la campagne qu'on a pu avoir un peu difficile.
Donc en 2021, ça nous fait quand même 52 vols, hein, alors qu'on en avait 35 en 2020. Donc on augmente le nombre de vols, le nombre d'images, et puis le nombre de microparcelles, du coup, comment dire, où on a de la donnée, Vigor. Donc on a augmenté aussi grâce à un élargissement aux partenaires, puisqu'en 2020 on était uniquement Terrinovia, et puis un autre partenaire, mais voilà, on a élargi le nombre de partenaires externes qui réalisent des vols de drones, mais toujours sur le réseau, sur la série variétale Terrinovia. Donc 2021, voilà, c'était un déploiement qui était plus large, et maintenant la Vigor devient une nouvelle variable d'évaluation pour nous. Et l'étape juste après ce webinaire, ce sera de fournir, comme n'importe quelle autre variable, une classification des variétés en fonction des résultats qu'on a acquis là depuis 3 ans maintenant. Donc cette campagne aussi, on a eu différents types de drones, simplement assez rapidement pour vous dire que la qualité du drone, voilà, pour ceux qui voudraient partir avec nous l'an prochain, est très importante en termes d'image. Donc nous on utilise des Mavic Pro en images RGB, donc c'est des images avec une résolution assez intéressante. Quand on passe en multispectral, où là on avait des types Sequoia, où on avait une résolution un peu plus inférieure, donc qui était posait un peu plus de problématiques en termes de traitement d'image. Donc voilà, la résolution et la qualité d'image est très importante. Donc le matériel de départ, le drone, il faut avoir une résolution au moins égale assez fine pour pouvoir analyser les images correctement. Et ensuite, une fois qu'on analyse les images, voilà, là ici par exemple, vous avez un exemple d'image en multispectral qui a une qualité moindre, où on va avoir moins de finesse en termes de après conversion en couverture du sol, alors qu'une image ici RGB avec une résolution presque à 5 mm, on a vraiment on peut même voir le contour des feuilles, quoi. Donc c'est quelque chose qui est plus précis pour l'analyse derrière. Donc simplement, voilà, en aparté, la qualité d'image est très importante quand on veut réaliser ce type d'acquisition. Donc en 2021, pour revenir sur les résultats, on avait 10 essais au final. On avait donc 19 variétés. Vous avez la liste ici, puisque pour rappel, ces acquisitions sont réalisées sur les essais, ce qu'on appelle chez nous VCE, donc en fait, c'est des essais du réseau Terrinovia qu'on utilise pour caractériser les variétés au niveau du rendement, qu'on va récolter, etc. Et sur ces essais-là, on fait voler des drones. En ajoutant 2 témoins vigueur, que sont ES Mambo et Cristiano. ES Mambo, témoin vigueur faible, Cristiano, témoin vigueur fort. Voilà. Nous permet après de bien classer les autres variétés par rapport à ces témoins qu'on connaît bien depuis 3-4 ans, là, qu'on les étudie depuis qu'on a commencé les travaux. Donc, sur les 10 essais, on avait 9 essais avec au moins 3 vols pour pouvoir faire une évolution. Il y avait un essai, il n'y avait qu'un seul vol, enfin, qu'une seule image exploitable. On avait 7 essais avec une couverture du sol assez similaire et rapide, et puis 2 essais avec une couverture du sol plus lente. Ce que vous avez à gauche, c'est simplement le graphique d'évolution de couverture du sol, donc selon la date. Donc on a des croissances qui sont différentes selon les essais. Ça, c'est évident parce que selon où on se trouve, s'il y a de la pluie, etc., on va avoir des croissances plus ou moins fortes. Également, en fonction des écartements ou des densités de semis, on va avoir des pourcentages d'écartement des pourcentages de couverture qui vont être différents. Peu importe pour nous, ce qui nous intéresse, c'est la différence à l'intérieur d'un essai. Voilà, c'est pas vraiment la façon dont on va croître le colza. Si on a une diversité, d'ailleurs, tant mieux. C'est la différence entre les variétés pour un même essai. Voilà. Ce qui est intéressant de regarder à droite, c'est que je vous ai remis ça en somme de température. Donc ça gomme un petit peu l'effet date de semis. On voit que là, on a globalement une croissance quand même du colza qui est assez similaire entre sites, à part sur un site. On a une pente qu'on trouve quand même plus ou moins assez commune entre les sites. Donc on a quand même le colza qui pousse, on va dire, de la même façon dans la plupart des sites quand on remet ça en somme de température, puisqu'on n'a pas les mêmes dates de semis. Donc quelque chose d'intéressant. Donc pour la vigueur au départ, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le premier point, le premier vol, et on va regarder la valeur de la couverture du sol. On voit qu'il y a une certaine différence entre essais. On a la majorité, on a un effet significatif de la variété. Donc il y a des différences significatives entre variétés pour un essai. Il y en a 7 sur 10.
Le pourcentage de couverture du sol à 3-4 feuilles, donc la vigueur de départ sur l'essai est variable selon les lieux. Donc on va avoir des colzas en fait pour un même stade qui vont avoir une couverture plus ou moins importante, liée aux tailles de feuilles, voilà, à la disponibilité en azote, à l'écartement, etc., à la densité. On part donc de 5 à 10% de couverture du sol jusqu'à 20 à 30%. Donc simplement pour montrer qu'il y a une diversité aussi voilà, de pourcentage de couverture du sol. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les différences significatives entre variétés. Et on fait la moyenne de tout ça. On réalise un test statistique. Et à partir de ça, on réalise, donc toute la plantation s'est construite un peu de la même façon. On réalise des groupes statistiques qui nous permet en fait de regrouper les variétés qui se comportent de la même façon d'un point de vue statistique. Ça nous permet voilà, d'avoir une vision un peu voilà, des différences variétales. Alors déjà, ce qu'on voit sur les résultats de l'année 2021, c'est que les témoins sont très bien placés. C'est-à-dire qu'on a ES Mambo voilà, qui est témoin faible, qui est très bien placé, et Cristiano Mince. La barre s'est décalée, mais là c'était Cristiano que je voulais montrer. Donc Cristiano qui est donc témoin fort. Donc là on a vraiment nos témoins qui sont très bien placés, ce qui valide, parce que ça fait 4 ans au moins qu'on les connaît, ceux-là qui valident voilà, les acquisitions qui ont été réalisées. Donc on a au niveau du comportement variétal, donc on a Amplitude qui est très très bien placé au niveau de la vigueur au départ, comme Cristiano. Amplitude l'année dernière était beaucoup moins vigoureux, donc il y a un effet année sur cette variété-là qu'on n'explique pas forcément. C'est pas le cas pour d'autres, mais voilà, Amplitude est plus vigoureux cette année comme Tempo. Mais Amplitude, c'est on va dire le contraste le plus important. Pour les autres, on retrouve des choses assez similaires. Par exemple, pour Tentation, qu'on a eu là ces 2 dernières années, qui est classé à peu près pareil, et pareil pour Exception, pareil pour Capello, Feliciano, là plutôt dans le moyen classement. Au niveau des plus vigoureux, pour insister là-dessus, c'est Ambassadeur, 2 années de suite très bien vigoureux. Une nouveauté Banquise qui a l'air vigoureuse, mais on l'a depuis qu'1 an. Aviron sur 2 ans qui est bien vigoureux. Voilà, après on a Austin qui est une nouveauté, Tempo qui est plus vigoureux que l'an dernier, Feliciano qui est comme l'an dernier. Et puis bon, après vous avez le reste, je ne vais pas venir sur chaque variété, de toute façon vous aurez le détail. En queue de classement, Black Million exactement comme l'an dernier, qui est plutôt une variété moins vigoureuse que d'autres, comme ES Mambo. Ensuite, la vigueur à l'automne. Donc là, vous avez les résultats. Donc en termes au niveau significatif, on a quand même beaucoup moins d'essais qui sont significatifs au niveau de la vigueur à l'automne. Ça n'empêche pas qu'il y ait des petites différences variétales. Bon, ça, de toute façon, c'est comme ça. Même pour le rendement, on a des essais qui sont significatifs, d'autres qui ne le sont pas. Donc on a 4 essais sur 9. Donc on a moins de choses significatives que pour la vigueur de départ. Mais on a quand même des différences qui nous permettent de réaliser une synthèse. Au niveau unité, ce sont des aires. Donc voilà, c'est difficile de parler d'unité comme c'est des aires sous la courbe. Donc faites pas forcément attention aux chiffres là qui sont en abscisse. On réalise la synthèse de tous ces essais-là. Donc on a toujours nos témoins qui sont très bien placés. Donc là, voilà, ça valide vraiment l'acquisition de la donnée. Ça fait 4 ans qu'on a des reculs là-dessus. On a Ambassadeur qui, comme l'an dernier, se détache en termes de vigueur automne. C'est vraiment une variété très vigoureuse, Ambassadeur. On a donc Ellipse qui est plus vigoureuse à l'automne qu'au départ. On a Amplitude qui est aussi également plus vigoureuse cette année. Odyssée qui est plus vigoureuse à l'automne qu'au départ. Tempo qui est plus vigoureuse que l'an dernier. Aviron qui reste quand même plutôt vigoureuse. Et puis en queue de classement, on a toujours Mambo, Black Million. Granos et Exception, donc Black Million, Granos, Exception, qui sont plutôt moyens voilà, en termes de X-Level, en termes de vigueur à l'automne. Et puis sinon, on a un petit groupe là de vigueur. Ce qu'on peut dire quand même par rapport aux 4 années de recul, c'est qu'il y a quand même dans la sélection, dans les nouvelles variétés testées, puisqu'on teste les nouveautés chaque année, il y a quand même un progrès en termes de vigueur. On voit que la sélection a quand même plutôt, par rapport aux témoins là, qui sont toujours placés de la même façon, on voit qu'il y a quand même un progrès. Il y a plus de variétés à vigueur élevée qu'avant. Voilà. Donc ça, c'est la sélection aussi qui recherche plutôt des variétés de plus en plus vigoureuses. Voilà. Alors ça, c'est une variable un peu moins importante, donc je vais passer un peu plus rapidement. C'est la couverture maximale du sol avant couverture complète. On retrouve globalement le comportement. Si une variété est plutôt vigoureuse à l'automne et au départ, elle va plutôt couvrir plus rapidement le sol, ce qui est quand même plutôt logique. Il y a des petites subtilités comme Miranos, là, qui couvre plutôt bien
par rapport à sa vigueur. Voilà. Mais globalement, on retrouve une classification assez similaire. Donc, comme il y a beaucoup de résultats, je vais passer là-dessus. Simplement aussi en parenthèse, là, il n'y a que 2 essais. On a pu mesurer aussi la décroissance pendant l'hiver. Bon, là, il n'y a pas d'effet significatif qui a été montré au niveau statistique. Il y a des petits effets visuels quand même de variétés qui semblent rentrer en sénescence plus vite pendant l'hiver que d'autres variétés qui, elles, vont conserver de la biomasse. Mais aujourd'hui, vous voyez, on n'a que 2 essais, on n'arrive pas à caractériser, surtout que là, il n'y a pas de différence significative, on n'arrive pas à caractériser ce comportement hivernal, pas suffisamment de données voilà, acquises pendant l'hiver, parce qu'il faut pouvoir passer pendant l'hiver. Et voilà, c'est pas forcément évident. Voilà pour la petite aparté. On revient sur nos 2 variables principales qui sont la vigueur au départ et la vigueur tonale. Je vous ai fait un petit tableau récap, parce que ça fait 3 ans qu'on a une caractérisation. 2 années avec vol de drone, 1 année avec appareil photo, ce qui était plus compliqué. Simplement pour dire, voilà, on a quand même un certain nombre de produits, enfin de variétés, où on a pas mal de recul en 3 années d'expérimentation. Par exemple, pour Cristiano, c'est vraiment la référence en termes de vigueur. Tentation et Feliciano plutôt moyen élevé. Là, je vous ai mis des notes indicatives, hein, les classifications sont en cours en fonction des groupes statistiques qui ont été acquis. Amplitude plutôt dans le milieu de classement parce qu'elle est variable entre années, pareil pour Capello. Ensuite, on a sur 2 années d'expérimentation, on a Ambassadeur qui est vraiment la référence en termes de vigueur, qui est très stable, Aviron aussi, Matteo et Addition qui sont intéressantes également en termes de vigueur. Et puis un peu plus en retrait, Architecte et Tempo plus variable. Et puis après, en moins vigoureuse, on a Cadran et Black Million. Et puis après, là, il y a toutes les nouveautés ou des variétés qu'on a évaluées qu'1 an, où là, on a quand même des données très intéressantes. Et pour un certain nombre, il faudra peut-être confirmer un peu les données. Mais bon, ça vous est donné à titre indicatif avec en termes de nouveautés, on a voilà, Banquise qui a l'air plutôt pas mal, hein, donc, qui est une nouveauté de l'année. Pareil pour Ellipse ou LG Austin. Voilà, en termes de vigoureuse, c'est une nouveauté de l'année. Voilà, donc en termes de vigueur, à l'automne, c'est pareil. Hein. Par contre, là, on n'a que sur 2 ans, parce qu'on l'a mesuré qu'avec le drone. On a Ambassadeur qui est toujours bon sur 2 ans, Cristiano aussi, Aviron Tempo. Tentation, Amplitude, Feliciano un peu plus en retrait, mais voilà, plutôt avec une note de 6 sur 9, c'est quand même plutôt pas mal. Sur une seule année, on a donc Matteo qui était pas mal l'an dernier, la nouveauté Ellipse cette année, Addition qui était pas mal l'an dernier aussi, Architecte, Cadran, Picasso et Odyssée. Voilà. Donc, en conclusion, déjà merci à tous les contributeurs, notamment aux partenaires qui ont participé cette année au vol de drone, qui ont permis de renforcer les acquisitions parce qu'on a eu pas mal d'essais qui n'ont pas pu aller jusqu'au bout. Donc, grâce aux partenaires, on a réussi à avoir une synthèse avec 10 essais. Au global, c'est quand même plutôt bien pour caractériser la vigueur. Hein, c'est plutôt solide. Hein. Donc, en termes de perspective, il y a une classification là, du coup, qui va suivre ce webinaire. Ça nous laisse le temps de bien synthétiser pour transformer tout ça en classe. Poursuite de la collaboration l'année prochaine, donc voilà, le cahier des charges à repréciser, c'est-à-dire qu'on a quand même un cahier des charges assez précis. Je veux parler de qualité d'image, etc., de l'acquisition, mais il y a un certain nombre de règles à respecter si on veut avoir une réussite des essais qui soit meilleure en prochain. Et puis on a un projet qui va sûrement démarrer, donc on attend la réponse, hein, mais on a déposé un projet avec des partenaires, voilà, INRA, Semencier et GVS pour aller plus loin sur la vigueur et pour pouvoir voir si les intérêts de la vigueur par rapport aux ravageurs ou s'il y a un effet sur la date de semis, etc. Et puis pour pouvoir aussi caractériser mieux la vigueur, avoir une chaîne d'acquisition qui soit plus automatisée que ce qu'on fait aujourd'hui. Donc ça, on verra si le projet est accepté, ça pourra démarrer pendant 3 ans et on va continuer les travaux en plus de ce qu'on fait nous, des travaux de recherche sur la vigueur. Ensuite, je vais passer. Arnaud, je propose, il y a une remarque, une question. Je propose qu'on la traite avant de passer sur l'aspect ravageur. Donc la question, la remarque, je te la donne comme ça.
la question de savoir s'il y a des effets régionaux sur les résultats. Est-ce qu'on peut avoir des écarts de classement, de résultats d'une région à l'autre par rapport à ce qu'on a collecté cette campagne? Alors, je ne l'ai pas présenté ici, mais en fait, quand on regarde ce qu'on appelle l'interaction variété-essai, est-ce qu'elle est significative ou pas quand on fait une ANOVA, c'est-à-dire qu'on essaie de regarder si le classement, en gros, pour résumer, est-ce que le classement est le même entre essais, on voit qu'il y a un effet significatif, donc ça veut dire qu'il y a des petites différences, mais qui est bien moindre que l'effet variété. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le classement, il varie assez peu entre essais. On va dire on a globalement les mêmes tendances. Et en termes statistiques, du coup, ça valide le fait de faire une moyenne et de, comment dire, cet effet, il est moindre. Donc, l'effet variété est beaucoup plus important. Donc, la partie génétique, que l'effet, il y a toujours une interaction effet variété-essai, dans le comportement de la variété dans un essai, mais cet effet est moindre que l'effet génétique, l'effet variété. Voilà, je ne l'ai pas présenté ici, j'aurais pu mettre les ANOVA. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond à la question, mais évidemment qu'il y a toujours un effet. Mais ce qui nous intéresse, c'est la différence entre les variétés pour un même essai. Et après, on voit que l'interaction vis-à-vis de la vigueur de ce caractère-là est assez faible, quoi, en fait. Donc ça valide le fait d'avoir des milieux très contrastés, voilà, ou assez contrastés, pas très. Ok, merci. Je te laisse poursuivre. Et puis nos témoins, c'est toujours nos témoins, voilà, sont toujours bien placés. Donc on classe pour chaque essai, on va classer les variétés par rapport à ces témoins qui ne bougent pas entre essais, quoi. Donc voilà, donc du coup ça nous permet de bien reclasser les unes par rapport aux autres. Mais voilà, globalement ça. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions, du coup Julien, peut-être qu'on y répondra à la fin. Non, c'est bon, tu peux poursuivre. S'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les noter, puis on y regardera. Alors maintenant, je vais passer sur les dispositifs variétés ravageurs. Là, vous avez par exemple une image à droite, donc c'est un peu extrême, hein, donc cet essai-là, évidemment, sera pas retenu pour la synthèse rendement, vous l'avez compris. C'est un essai en fait qui a subi une très forte attaque d'altise. J'ai un collègue, donc c'est à Dijon, hein, qui a fait un vol de drone pour montrer un peu à quel point les altises avaient détruit l'essai suite aux altises et un gel, hein, donc, voilà, les deux combinés. Mais on sait que les altises sensibilisent le colza par rapport au gel. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Simplement pour vous illustrer qu'il y a des différences variétales. Voilà. Pour un même endroit de décès, on a quand même des différences qui peuvent être assez importantes entre variétés qui restent encore vertes, donc ça veut dire qu'il y a encore des pieds, et puis d'autres qui sont complètement gelées, bouffées par les altises. Donc simplement en introduction, voilà, on observe ça depuis quelques années. Du coup, depuis 2 ans, on a décidé à plus grande échelle de caractériser le comportement des variétés par rapport aux ravageurs. C'est un sujet complexe, mais voilà, qui est intéressant à regarder. Donc c'est une image qui illustre bien le fait qu'il y a des différences variétales. Il reste à trouver la bonne méthode pour pouvoir les évaluer et puis regarder si on peut les évaluer. On va regarder principalement deux variables. De toute façon, ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est simplifié. Il y a beaucoup plus de choses qui sont regardées, mais on ne pourra pas tout présenter en 1 heure. Donc, on va regarder la présence des larves, donc larves d'altise essentiellement, puisque les larves de charançon sont assez compliquées à quantifier d'un point de vue à grande échelle, hein. Et puis les dégâts. Donc là, les dégâts, par contre, ça regroupe un ensemble de choses et ça peut être les deux types de larves, larves de grosse altise ou larves de charançon de contaminat. Au niveau des dispositifs, on va réaliser ces observations sur un bloc supplémentaire dans les CVCE. Les partenaires ou nous, on va rajouter dans les essais un bloc dans la série variétale Terrinovia identique au bloc 3. Donc soit on prolonge le bloc 3, soit on en crée un nouveau et on ne traite pas. On ne traite pas au niveau des insecticides contre les larves pour avoir le maximum de larves possible. Donc on ne le récolte pas, ou on peut le récolter, mais en tout cas, on se permet le fait de ne pas le récolter pour les synthèses rendement, évidemment, parce qu'il y aura des dégâts. Et puis en plus, on fait des prélèvements de biomasse, donc il y aura des trous. Donc ça, on fait ça sur un certain nombre d'essais VCE, donc du réseau Terrinovia, et en plus, on a mis en place des essais entièrement non traités, sur un nombre plus réduit. Là, on va avoir des répétitions. On va avoir 3 répétitions. Donc, les résultats qu'on vous présente, c'est un ensemble de blocs non traités, donc sans répétition, et des essais avec répétition. On va observer un certain nombre de paramètres
ce que je vais vous présenter aujourd'hui, ça va être la biomasse, le nombre de larves de gros altices par plante et les dégâts. On a aussi des données peuplement, ça vous l'aurez sûrement sur la donnée synthèse. Il y a des choses très intéressantes, mais on n'aura pas le temps forcément de regarder cela aujourd'hui. Mais vous l'aurez dans la synthèse globale. Au niveau du nombre d'essais, à droite, vous avez la carte 2020. Donc, on a plutôt commencé pour la première année sur les stations Terrinovia, aussi avec quelques partenaires, notamment dans la région centre, voilà, à avoir ces dispositifs-là dans les essais qu'on avait en station, pour commencer en première année. La deuxième année, on a élargi le protocole aux partenaires du réseau VCE. Et puis, l'année prochaine, on espère renforcer ce type de... Parce que plus on aura lieu, plus la synthèse sera solide. Donc, on a augmenté notre nombre de lieux grâce aux partenaires. Donc, je les remercie encore une fois. On a du coup maintenant une base de données sur 2 ans qui commence à être assez importante. C'est-à-dire qu'on a 33 essais, 21 en 2021, 12 en 2020. Au niveau de la donnée, par contre, on n'a pas de la donnée sur tous les essais, puisque tout le monde n'a pas pu réaliser des essais, tout le monde n'a pas eu des symptômes. On a les données les plus importantes, on a la biomasse presque systématiquement et le nombre de larves. 27 essais, donc 15 en 2021, 12 en 2020, 29 essais sur le nombre de larves, donc vous avez la répartition 2021-2020. On a que 15, on a la moitié qui ont des essais avec des symptômes. Bon, il y en a qui n'ont pas noté parce qu'il n'y a pas de symptômes, voilà, il n'y a pas de dégâts derrière. On a des larves, on n'a pas de dégâts. On pourra y revenir après. La plupart ont fait des peuplements. Et puis après, c'est une variable que je n'ai pas présentée ici, mais que vous aurez dans le dossier, qui est le nombre de larves par gramme de biomasse, par 100 grammes de biomasse, pardon. Et là, on a pu faire ça sur 21 essais, qui est aussi une variable intéressante, mais moins que les précédentes. Je ne vais pas y revenir, mais vous l'aurez dans le dossier. On pourra en parler si vous avez une question. Au niveau des variétés testées, ce n'est pas les mêmes en 2021 et 2020, parce que forcément, on suit la série variétale Terrinovia, puisqu'on fait ça sur les essais d'évaluation du rendement. Donc, il y a les nouveautés qui arrivent chaque année. On ne peut pas conserver la même série, sinon on se retrouve avec 50 variétés par an, donc ce n'est pas possible. Hein. Je pense qu'on va faire 50 variétés. Donc, du coup, on conserve les témoins, on conserve les meilleures variétés, et après, on rajoute les nouveautés. Donc, on aura des variétés sur 2 ans, il y aura des variétés où on n'aura testé qu'un an. Soit c'est des nouveautés, soit des variétés qu'on n'a pas souhaité remettre. Voilà. Ou qui, voilà, au bout de 2 ans, ne sont pas passés témoins, donc on n'a pas pu les remettre. Voilà, vous avez la série variétale en 2021-2020, qu'on va retrouver après. Donc 17 variétés en 2021, 18 variétés en 2020. Sur la variable biomasse, on voit déjà qu'entre essais, on a des biomasses qui sont différentes. Rien de surprenant, ça dépend de où on se trouve, hein, entre la Bretagne ou l'argilo-calcaire de la région centre, voilà, avec des colzas un peu difficiles dans le sec, etc., ou des colzas qui ont reçu l'eau. On a sur des biomasses qui vont de 200 grammes au mètre carré à presque 3 kg. Voilà, donc on a une bonne variabilité, d'autant plus importante en 2021 qu'en 2020. Et on voit qu'on a des différences variétales. Les petits points là, ça vous montre la différence. Un point, c'est une variété, donc ça vous montre la différence variétale pour un même essai. Donc on va avoir des essais, souvent les biomasses les plus faibles, tout le monde va se retrouver dans le même créneau, quoi, de biomasse, et souvent ça ne va pas être significatif. Par contre, les biomasses les plus importantes, on voit que les écarts se creusent. Hein, les écarts de biomasse la plus importante, c'est dans l'essai où on a vraiment des très très gros colzas à 2 ou 3 kg. On va se retrouver avec des écarts plus importants entre variétés. Alors attention, vous n'avez pas la même échelle entre 2020 et 2021. Ici, en 2021, on avait globalement des colzas un peu plus gros, voilà, entre les essais. Si on regarde maintenant les variétés, et si on fait la synthèse des essais donc en 2020 et en 2021. Là, c'est plus difficile de voir au niveau de la moyenne, mais après, je vous présenterai un graphique après qui sera plus parlant. On voit qu'il y a une certaine variabilité, pareil, les points entre essais, entre variétés, hein, les variétés entre essais, c'est normal, c'est la variation qu'il y a de biomasse entre essais. Et on voit qu'il y a des variétés voilà, qui sont un peu plus variables que d'autres et avec des moyennes de biomasse plus ou moins importantes. Par contre, ces différences de biomasse, aujourd'hui, ne sont pas significatives d'un point de vue statistique. Par contre, c'est souvent comme ça avec la biomasse, c'est que c'est pas significatif au niveau statistique. Par contre, quand on convertit ça en grammes de biomasse, on peut y avoir quand même des petites différences. En moyenne, on a 200 grammes, 250 grammes de différence
de biomasse, de 200 à 300 grammes de biomasse entre la meilleure variété, enfin la variété la plus grosse, et la variété la plus faible biomasse. Donc on a au niveau quand même des variétés qu'on retrouve assez similaires sur les 2 ans, hein, ceux qu'on a eu pendant 2 ans comme Aviron, qu'on trouve avec une bonne biomasse. Amplitude, ça suit, ou tempo, ça suit un peu la même variation qu'en vigueur, on a une certaine variation. On a donc Granos, Miranos et Feliciano là, qui sont plutôt à une bonne biomasse comme Ambassador. Et puis on a Exception qui est plutôt en retrait sur ces valeurs de biomasse. Donc voilà, mais pas de significatif, enfin d'effet significatif sur la biomasse. Donc voilà, malgré tout, voilà, on peut réaliser voilà, une classification par groupe statistique qui permet, enfin c'est pas une classification, c'est voilà, un regroupement de variétés, on va dire, par groupe statistique. Donc vous avez le détail ici, donc avec voilà, ici vous avez les différences entre 842 grammes pour le groupe le plus important et 680 en 2021, avec voilà, Ambassador, Amplitude, Austin qui est nouveauté, Aviron et Tempo qui étaient avec une plus forte biomasse. Et on retrouve Aviron aussi également en 2020 ou Amplitude aussi également avec une plus forte biomasse. Donc maintenant, on passe sur le nombre de larves de grosses aptises par plante. Donc là, on va faire des berlaises, donc on va mesurer on va faire des prélèvements sur chaque variété dans les dispositifs. On a des infestations qui sont différentes entre les essais, donc ça va de 1 larve par plante jusqu'à 30 larves cette année. Donc, bon là, excusez-moi, vous avez un inversement. À gauche, vous avez 2020, à droite, vous avez 2021. Donc on voit qu'en 2021, on n'est pas sur la même échelle, on a vraiment pas mal d'essais qui ont eu pas mal de larves d'altives, hein. Donc là, c'est intéressant, on en avait un peu moins en 2020 pour caractériser les variétés. Donc on a des présences de larves qui sont variables entre essais, également entre variétés. Ce qui nous intéresse, c'est la variabilité pour un même essai, entre variétés pour un même essai. Quand on fait la moyenne, bon, on peut repérer un petit peu dans nos petites boîtes à moustaches, là, des variétés qui semblent un petit peu mieux se comporter, comme notre témoin Feliciano qu'on retrouve hein, sur les 2 ans, en 2021, en 2020, avec un niveau plus faible que les autres variétés, ce qu'on va retrouver ici dans le graphe suivant. Donc là, contrairement à la biomasse, on a un effet significatif, donc ça, on le retrouve comme l'an dernier. On a un effet significatif du nombre de larves présents dans les variétés. Et on retrouve certaines variétés sur 2 ans, là, nos témoins, en fait, qu'on connaît bien maintenant, enfin qu'on connaît mieux maintenant. Feliciano, hein, qui reste toujours bien placé, la meilleure variété sur ce critère-là, nombre de larves, par rapport aux autres variétés. Et puis on va retrouver une variété aussi comme Aviron qui est pas trop mal classée cette année. Voilà, je pourrais rappeler aussi en 2011 un nombre de références qui est plus important. Des nouveautés comme Granos et Miranos qui semblent être intéressants, la nouveauté LG Austin qui est intéressant, ou Austin Court. Voilà, donc ça c'est assez intéressant. Par contre, Tempo était plutôt variable sur les 2 années, donc on a certains produits voilà, comme Tempo qui est un peu plus variable sur les 2 ans. Et on retrouve en classement un petit peu moins bien des produits comme Tentation, voilà, qui est un petit peu plus en retrait sur les 2 ans, ou Black Million qu'on a eu sur les 2 ans. Et puis des cas exceptions qui est globalement voilà, assez moyen sur ce critère. Et donc à partir de ça, on réalise des groupes statistiques et qui nous permettent voilà, de mesurer. Et donc les différences en nombre de larves qu'on voit entre groupes statistiques, même si ça peut être plus important sur certains essais. En moyenne, on a le premier groupe statistique qui a 8 larves par plante et le dernier qui en a 13. Donc voilà, on a une différence quand même de 5 larves par plante entre les groupes statistiques. C'est des moyennes, hein, évidemment. C'est pas forcément le cas dans chaque essai.
Et on a vraiment statistiquement Feliciano qui se démarque des autres variétés. Et puis on a un groupe 2 cette année avec Miranos, LG Austin pardon, et LG Aviron. Et l'année dernière, on avait un petit peu plus de variétés dans ce groupe 2 comme Addition, qu'on a pas testé cette année, qui était bien. Ambassador, Black Buzz, Capello, LG Aviron et SIMACO. Et on retrouve un peu cette différence de 4 à 5 larves par plante, même si c'est pas le même niveau, entre le meilleur groupe statistique et le moins bon groupe statistique. Donc ça, c'est une variable assez intéressante. On retrouve ce qu'on avait pu observer par le passé. Si on regarde maintenant après, les symptômes, les dégâts finaux. En sachant que les symptômes, là, autant on regarde le nombre de larves de grosse altitude, les symptômes, ça peut être une combinaison de larves d'altitude, de charançon du bon terminal, voire cette année, parfois des phénomènes de gel, qui sont accentués par la présence de larves. Voilà, toutes ces choses-là sont liées. Mais on regarde les symptômes. Les symptômes, c'est quoi? C'est les pores buissonnants. Ce sont les plantes déformées. Une plante qui n'a aucun de ces symptômes-là est considérée comme une plante entre guillemets saine. Et là, on va regarder s'il y a des plantes déformées ou des plantes, ce qu'on appelle facillées à pores buissonnants. Sur 33 essais, on a 15 essais seulement qui présentent des symptômes. Et on a à peu près un essai sur 2. Nous permet quand même d'avoir des références, mais on en a beaucoup moins que le nombre de larves d'altis. Donc voilà, il faut rester prudent aussi sur l'interprétation des choses. Le pourcentage des plantes avec symptômes est variable entre essais. Donc on a des essais, on a assez peu de symptômes, plutôt aux alentours de 10%, et on va avoir un essai jusqu'à 90%. Donc voilà, avec symptômes, donc vraiment beaucoup presque tous les pieds avec pores buissonnants. On a une majorité entre 25 et 50% de pieds qui ont des symptômes. Voilà pour la différence entre essais. Ce qui nous intéresse, c'est la différence entre variétés. Pour un même essai, donc on fait la moyenne des différences et on regarde voilà, cette moyenne. On voit juste visuellement, là, les choses peut-être un petit peu mieux. On voit des produits qu'on retrouve qui sont assez similaires entre les deux variétés sur ce paramètre-là. Par exemple, amplitude, l'amplitude qui est assez peu variable en fait et qui est plutôt bas. On peut retrouver Capello aussi également, qui est assez peu variable, plutôt bas cette année, qui était un peu plus variable l'an dernier. J'essaie de retrouver mon Feliciano, oui, donc le Feliciano il est là, voilà, donc là Feliciano qui est aussi assez bas sur les 2 années, qui est notre témoin. Moi c'est aussi pour ça que voilà, je peux essayer de le repérer. Après, donc voilà, vous pouvez repérer un peu les variétés qui sont plutôt mieux. Et après, là on fait pareil, un test statistique. Donc là, comme pour les larves d'altis, on a un effet significatif du nombre de larves entre variétés quand on fait la moyenne de ces différences entre sites. En 2021, donc, on a Feliciano et Amplitude, comme en 2020, qui se comportent bien, voilà, au niveau du nombre de larves et puis du pourcentage avec symptômes. Donc Amplitude un peu moins sur le nombre de larves, mais derrière, il va y avoir moins de symptômes. L'année dernière, on avait Addition qui était bien et Cadran. Donc cette année, comme nouveauté, on a Austin qui semble être bien. On a Aviron sur 2 ans qui est quand même assez variable, voilà, qui est mieux cette année qu'en l'an dernier. Pareil pour Tempo et Ambassador. Donc voilà, on a un classement qui est un peu plus différent. On a des variétés, on va dire dans des moins bien classées, comme Tentation qu'on retrouve sur les 2 ans. Ellipse, Banquise, il faudra vérifier, ça ce sont des nouveautés. Black Million et Exception qu'on retrouve sur 2 ans un peu plus en retrait sur ce critère-là. Là, c'est la même chose, mais sous groupe statistique. Donc voilà, bon, si on se concentre surtout sur les variétés qui semblent avoir les meilleurs résultats sur 2 ans, on retrouve Amplitude et Feliciano. Voilà, et puis en groupe 2, on a des variétés qui sont un peu plus variables, voilà, sur les 2 années, où on a des nouveautés qui mériteraient d'être vérifiées. En sachant que voilà, on a quand même plus d'essais en 2021 qu'en 2020, donc les résultats en 2021 sont un petit peu plus solides qu'en 2020. On voit qu'en pourcentage de plantes avec symptômes, la moyenne là, entre groupes statistiques, on voit quand même que c'est pas négligeable, il y a 30% de différence entre le groupe des meilleures et des moins bonnes, entre guillemets. L'année dernière, on avait à peu près le même niveau en fait de différence.
Donc, en fait, ça conforte quand même un petit peu nos résultats. On retrouve avec les mêmes différences de pourcentage de plantes avec symptômes. J'en ai fini pour cette partie caractérisation dans les réseaux Terrinovia sur les séries variétales. Et maintenant, je vais aborder un point mélange variétaux. Je ne sais pas si Julien, on termine et on prend les questions. Eh bien, oui, c'est que les questions, j'ai du mal à fournir. Donc oui, il y a pas mal de questions, donc je les publie, je fais les deux, soit je fais de la réponse directe. Donc voilà, s'il y a des choses où c'est pas clair dans mes réponses, n'hésitez pas à revenir. Là, je continue, mais j'ai un petit peu de mal à suivre. D'accord, ok. Donc je vais continuer je vais terminer la présentation sur quelque chose qu'on a testé cette année, qui aujourd'hui est un peu une preuve de concept à regarder. Donc sur un certain nombre d'essais, on a réalisé des mélanges variétaux qu'on dit piège à l'arbre d'Altis. Alors je vais expliquer ce que ça veut dire. Pour l'instant, c'est vraiment entre guillemets, hein, donc avec précaution. Voilà le principe, donc avec une magnifique animation. Voilà, donc vous avez, en gros, le principe, c'est un peu comme un piège à méligette. En fait. C'est un principe théorique aujourd'hui. Hein. En théorie, on cherche à trouver une variété qui est plus sensible aux larves. Moi, je vous ai mis des larves d'Altis, qui, du coup, serait plus attractive. En théorie, hein, serait plus attractive au niveau du nombre de larves, donc on appelle, nous, variétés sensibles, attirerait plutôt les larves vers elles, serait détruite ou on va dire voilà, aurait pas mal de symptômes, mais derrière, quitte à disparaître même, mais derrière, on a les variétés voilà, à côté qui sont contentes, elles ont moins de larves, et comme les méligettes, en fait, où on attire les méligettes sur les colzas précoces à floraison, qui se regroupent sur le colza en fleurs et qui laissent un petit peu plus tranquille les colzas auto. Donc ça, c'est la théorie un peu inspirée sur le dossier méligette. Donc soit au niveau des larves, soit on peut imaginer que les adultes aiment plutôt bien cette variété-là, et puis vont plutôt pondre au pied de cette variété-là, sur le sol, hein, pour rappel. Et donc les larves vont plutôt aller sur cette variété-là. Et puis après, bon voilà, elle va laisser les autres colzas tranquilles. Donc vous comprenez bien que pour l'instant, c'est purement théorique, et que on faudrait déjà comprendre pourquoi aujourd'hui ces différentes variétales existent. Est-ce que c'est une question d'attractivité? Est-ce que c'est une question de barrière au niveau de la feuille, de l'entrée de la larve dans la plante? Est-ce que c'est une barrière chimique, une barrière physique? Est-ce que derrière, c'est une larve qui va moins se développer, ou des œufs qui ne vont pas pouvoir éclore aussi? Voilà, pour les larves d'Atis, ce n'est pas le cas, mais voilà, pour les CBT, ça peut être l'ensemble de Plantamina, ça peut être le cas. Mais voilà, il y a différentes hypothèses, et du coup, aujourd'hui, c'est juste voilà, pour vous expliquer le principe théorique. Maintenant, nous, c'est de regarder déjà, sans forcément faire des travaux de recherche en laboratoire, pour comprendre comment ça se passe. C'est juste en parcelle, en micro-parcelle, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Donc, on a testé 3 mélanges. Le mélange 1 avec des variétés de chez KVS, Feliciano, donc, ce qui ne sera pas forcément le mélange qui sera proposé demain, mais quand on a préparé la campagne, à l'état avancement des réflexions, on était plutôt sur Feliciano. Bon, on va revenir après dans le choix des variétés. Et après, avec une variété dite sensible larve. Voilà. Ensuite, un mélange entre guillemets l'idéa, c'est-à-dire avec Capello, et une variété dite sensible larve. Et puis un mélange qu'on a réalisé nous-mêmes entre Feliciano, donc une variété qui est a priori bonne. Voilà, Capello, c'est le principe, une variété bonne avec une variété sensible. Et donc Feliciano avec une variété un petit peu moins bonne qui est Tentation, mais pas non plus une variété sensible. Donc voilà, c'était de se dire avec moins d'écart, est-ce qu'on peut regarder, est-ce qu'on voit quelque chose? Donc, puis c'était surtout des témoins, donc c'était intéressant de faire un mélange de témoins en fait. Voilà. C'était aussi pratique. Donc ensuite, on a regardé ces 3 témoins, donc on a 5 essais seulement. Donc, attention, hein, on n'est pas sur les 30 essais qu'on a au départ. On avait ces modalités-là que dans 5 essais, parce qu'évidemment, c'était dans les essais spécifiques, souvenez-vous, là, les essais avec répétition. Là, on pouvait mettre d'autres modalités. Donc le premier mélange Feliciano avec la variété sensible, on voit donc sur ces 5 essais qu'on a donc Feliciano déjà avec un nombre de larves assez important, hein, sur ces 5 essais. Hein, donc sur ces dispositifs entièrement non traités, on voit quand même qu'il y a voilà, pas mal de larves, donc c'est assez intéressant. Donc, il y a une certaine variabilité, mais c'est intéressant.
La variété sensible qui globalement a plus de larves, donc ça c'est vérifié. Et le mélange qui, du coup, aurait donc un mélange avec un certain nombre de pourcentages de variétés sensibles, une dizaine de pourcents, de la variété sensible avec la variété Feliciano. On voit que le mélange au global, tout confondu, on a moins de larves d'altise individuellement avec Feliciano seul ou avec la variété sensible. Donc, ça pourrait être intéressant, parce qu'on irait plus loin. Bon, voilà. Après, ça dépend beaucoup des essais. Là, c'est la moyenne que je vous montre. Il y a des essais, c'est moins flagrant que ça. Et puis, on n'a que 5 essais. Ça demande à être vérifié. Je vous incite à toute prudence sur cet aspect mélange variétal qui, pour nous, Tanviona Institut Technique, demande à être quand même vérifié sur plus d'essais. Mais des premières tendances intéressantes. La tendance qu'on trouve sur le mélange avec Capello, en fait, la variété sensible dans nos essais, j'insiste bien parce qu'il y a des essais extérieurs, c'est pas le cas, mais dans nos essais, on trouve quelque chose d'étrange, c'est que la variété sensible avait moins de larves que Capello, ce qui est assez étrange. Du coup, le mélange avait moins d'intérêt. Donc, soit il faut peut-être changer la variété sensible, soit dans les essais, il y a quelque chose qui s'est passé qui était différent. Enfin, voilà, il faudra qu'on étudie un peu plus ce mélange-là par rapport à ces résultats sur 5 essais. J'assiste bien avec une certaine variabilité, vous voyez les barres. Mais en tout cas, en tendance, pas de différence en tout cas significative. Donc, retenez pas ces différences-là, mais voilà, ça semblait être moins intéressant que le premier mélange, mais voilà, c'est des premières tendances. Et puis notre mélange Feliciano-Tentation, où là, on a légèrement moins de... Donc on a bien plus de larves sur Tentation que Feliciano, mais vu la différence entre les deux qui est très faible, du coup, la différence du mélange, sur le mélange, on a une différence très faible voilà, avec Feliciano. On est mieux, on est légèrement mieux, mais c'est pas du tout significatif quand on voit la barre des écarts types. Voilà, même si j'ai pas fait d'analyse stat ici. Puisque de toute façon, c'était une première approche. On va regarder la deuxième variable qui est importante, c'est le pourcentage de plantes avec symptômes. Donc ça, c'est le nombre de larves. Ça, voilà, c'est ce qu'on cherche. Les plantes avec symptômes, c'est plus compliqué parce qu'on peut avoir des larves, on n'a pas forcément des symptômes derrière. Ce qu'on voit, c'est que là, on arrive à diminuer le nombre de larves. Par contre, le premier mélange au niveau des symptômes, on est au même niveau que Feliciano. Donc, finalement, Feliciano en pur ou en mélange au niveau des symptômes, on diminue le nombre de larves au niveau des symptômes. Donc là, on vérifie bien la variété sensible et voilà, il y a des différences, c'est important. Mais en termes le mélange n'apporte pas de plus, a priori, sur ces 5 essais, par rapport à la Feliciano seule. Si on mélange Capello avec une variété sensible, donc là par contre on voit bien la différence par rapport au nombre de larves. Autant les larves, vous ne voyez pas la différence, autant au niveau du comportement de la variété, on voit la différence entre les deux. Et là par contre le mélange, on ne voit pas d'intérêt par rapport à Capello qui lui-même est déjà mieux que la variété sensible qui a été mise ici. Et puis sur notre mélange Feliciano-Tentation, là on retrouve un résultat intermédiaire. Donc là on voit bien la différence entre les deux produits au niveau du pourcentage de plantes avec symptômes. Et puis le mélange donne quelque chose d'intermédiaire, donc pas mieux que Feliciano. Donc voilà, pas forcément d'intérêt sur le choix de ce mélange-là. Tout ça semble intéressant, mais 5 essais. Donc voilà, par rapport à ce que je vous ai présenté avant, et une seule année d'études. Donc on commence tout juste à regarder ça. Sans passer trop de temps sur les conclusions, voilà, pour reboucler la boucle par rapport à l'introduction, attention, vous avez beaucoup de critères là, vigueur, etc., élongation automnale. Ce qui est important, c'est d'avoir un colza robuste, donc c'est de cumuler les critères, mais pas vouloir non plus la variété parfaite, elle n'existe pas. Donc du coup, tous les critères ne sont pas forcément liés entre eux, mais voilà, selon la situation, ça peut être intéressant de regarder les variétés qui se comportent mieux par rapport aux ravageurs, mais tout en n'oubliant pas les résultats qu'on va donner pour les synthèses de rendement ou d'autres choses comme l'élongation automnale, parce qu'on peut avoir un colza hyper vigoureux, mais s'il est un petit peu sensible, dans les régions où on va avoir des colzas très puissants, il faut faire attention, voilà, etc. Donc tout ça, c'est un ensemble de critères. On souhaite pondérer les uns par rapport aux autres, donc je ne vais pas aller en détail, j'en avais parlé au dernier webinaire sur le sujet. On est en train de travailler sur ce qu'on appelle le mérite agronomique, et en gros, c'est selon vous, votre situation, ce que vous semblez plus important. Vous dites, voilà, les insectes, c'est plus important ou c'est moins important, la vigueur, c'est plus important, c'est moins important. C'est de vous donner une note par rapport à tous les critères et classer les variétés par rapport à vos critères, selon ce qui est le plus important pour vous.
et classer les variétés les unes par rapport aux autres par rapport à ça. Parce qu'on est en train de rajouter plein de critères, la vigueur, etc. Donc vous retrouvez aujourd'hui pour le COSA avec une dizaine de critères pour le choix variétal. Donc il nous faut trouver un outil, ce qu'on est en train de faire, qui va sortir en 2022 sur Myvar et qui permettra de mieux choisir sa variété avec tous ces nouveaux critères. Donc voilà pour les perspectives. Un point important, parce que je ne sais pas s'il y a un certain nombre de partenaires du réseau VCE, donc réseau variété Colda, qui sont connectés. Il y a deux choses qu'on souhaite mettre en place l'an prochain. C'est donc continuer les blocs non traités sur les essais variétés colza. Donc il y en avait un certain nombre cette année, mais on était loin d'être sur la majorité du réseau. Donc ce serait bien si vous avez la possibilité, en tant que partenaire Terrinovia, on vous donnera le protocole, etc. Il y a assez peu d'observations à faire. C'est de rajouter un bloc non traité vis-à-vis des larves d'altise et de CBT pour regarder à minima les dégâts. Et voir si vous pouvez faire des berlais, c'est-à-dire regarder les nombres de larves, ça peut être très intéressant. Mais à minima, au moins regarder au printemps s'il y a des dégâts ou pas. Différences variétales. Et plus on aura de sites, de blocs non traités, plus ils seront nombreux, plus la synthèse sera solide. Voilà. Et plus on aura des milieux diversifiés. Voilà. On compte beaucoup sur ce réseau, en fait. C'est vraiment le réseau qui nous fera que sur ce critère-là qui est très compliqué à évaluer, plus on aura de lieux, plus on sera solide en termes de synthèse. Et plus on aura de chance d'avoir des dégâts aussi. Parce que des fois, on n'a pas de dégâts et du coup, on ne peut pas regarder la variable. Je te vois que tu apparais, Julien, je pense que je suis un peu dépassé. Mais voilà. Et surtout, des nouveaux dispositifs aussi. Alors ça, les régionaux sont déjà venus vers vous, on va revenir vers vous. On a quelque chose de nouveau l'an prochain qu'on souhaite mettre en place pour faire le lien avec ce que je viens de vous présenter juste avant, pour faire la preuve de concept du piège à l'altise. Toujours entre guillemets. Comparaison d'une variété sensible mélangée avec une variété X en pur, donc voilà, et en mélange. Et également pour ceux qui pourront, qui voudront, aussi avec une crucifère qui serait plus sensible. L'intérêt, c'est pareil, se dire comme les mini-jets, j'attire les larves plutôt sur ces pieds-là. C'est uniquement preuve de concept, donc ce sont des essais en bande qui ne sont pas forcément récoltés, en micro-parcelles pour ceux qui ne peuvent pas faire des bandes, et puis on compte vraiment avoir un certain nombre d'essais avec, très simple, on regarde les larves, on regarde les symptômes, on fait des bandes, il y a 3 modalités au maximum, voire plus, voilà, il y a 3 modalités, voire plus, et voilà, et sur une zone non traitée. Et si en plus on a l'agriculteur qui traite sur une partie des bandes, ça peut être intéressant. Donc ça, on prend en compte le facteur insecticide. Donc on croise un peu les facteurs. Voilà, c'est un mélange qu'on souhaite mettre en place en 2022, enfin sur l'automne prochain, pour faire preuve de concept. Parce qu'on a 5 essais la première année, on souhaite savoir si ce mélange est une piste à explorer pour diminuer la pression sur la variété d'intérêt. Donc Arnaud, je termine, Julien, quand même par les remerciements parce que c'est important. Voilà, tous les contributeurs, que ce soit internes, les techniciens pour un certain nombre, ou mes collègues spécialistes, imagerie, ravageurs, etc. Parce qu'on c'est un travail collectif. Et évidemment, les partenaires qui ont fait les mesures. Je ne vous ai pas mis les chiffres, mais en nombre de berlaises et en nombre de biomasse, ça commence à faire. Voilà. Donc, merci à tous. Donc, je vais laisser Arnaud respirer. J'ai gardé quelques questions pour vous les faire. On va se les partager avec Arnaud. Donc, j'en ai une vingtaine qui ont été publiées et j'en ai répondu à 17 en espérant avoir répondu à vos questions. Sinon, vous revenez vers nous. Une question sur le choix des variétés sensibles aux larves. Voilà, combien j'en mets, etc. Donc, j'ai répondu un peu on va dire, en fonction des différents protocoles, les mélanges allaient entre 5 et 10%. Je vais simplifier la tâche en disant si je sème 30 graines et que je mets 10%, c'est-à-dire que je vais mettre 3 graines de sensibles. Donc voilà, donc les questions aussi portées sur l'efficacité qui n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que voilà, on est au début de cet exercice-là. Élément important, c'est qu'il faut vraiment des variétés très sensibles. Donc ça, on en a quelques-unes. Par contre, dans les mélanges, il y a des variétés qui sont pas assez sensibles, donc après on peut prendre le problème comme on veut, c'est-à-dire des variétés qui sont, soit la variété d'intérêt est trop moyenne et la variété dans laquelle on la mélange est trop moyenne aussi, donc au final on voit pas l'effet.
Ou après, vous prenez des variétés qui sont trop bonnes toutes seules, donc le fait de rajouter une variété sensible, c'est pas suffisant. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'on est sur des mélanges très légers, tout simplement, parce que si on a une grosse attaque, les plantes peuvent être détruites. Donc, si je perds 3 plantes sur 30, c'est pas très grave, le potentiel n'est pas remis en question. Donc voilà, donc on est au début de cet exercice-là, sachant que l'exercice sera difficile aussi, les variétés se renouvellent très vite. Donc, de toute façon, voilà, ça sera compliqué, mais je vais dire, la piste est à explorer. Une question par contre pour Arnaud sur les données de la campagne dernière, donc sur la campagne 2020. Je sais que tu l'avais traité. Qu'est-ce que ça a donné l'analyse que tu avais fait entre les je vais y arriver, excusez-moi, corrélation entre le nombre de larves, le rendement, la variété. C'est-à-dire voilà, une fois qu'on met tout dans la marmite, est-ce qu'on a réussi à trouver des tendances en disant voilà, telles variétés sont plutôt bien sorties parce que on avait moins de larves ou où il y avait moins de symptômes, des choses comme ça. Oui, alors c'est extrêmement difficile, j'en avais parlé en effet au dernier webinaire sur le sujet, c'est extrêmement difficile, déjà techniquement, statistiquement, de faire un lien entre le rendement final qui est un cumul de plein de choses, voilà, de plein de caractéristiques de la variété, plus l'effet de l'essai, du milieu, du climat, etc. Et ces différents critères, en fait, d'un point de vue technique, c'est très compliqué. Enfin, si on fait un nuage de points, on va rien voir. Voilà, ou si on fait une analyse statistique, on verra rien de significatif, quoi. De faire le lien entre le rendement final et chaque critère individuellement, ou même les critères cumulés, déjà c'est compliqué à faire au niveau analyse de données, parce que on va cumuler 10 critères, voire plus. Et puis en plus, il y a d'autres facteurs qui viennent un peu parasiter l'analyse. Donc, et puis en plus, ces essais-là n'étaient pas récoltés. C'est-à-dire que le bloc, quand il est détruit, quand il y a des symptômes, il n'est pas récolté. Donc on n'a pas le rendement. On a le rendement de la parcelle qui est traitée à côté, quoi. Donc c'est assez compliqué parce on va comparer une parcelle traitée à une parcelle non traitée. On va pas toujours avoir le rendement. On va avoir des rendements sur des essais qui ont des symptômes, d'autres qui n'en ont pas. Donc faire le lien entre la performance finale et la variété, on pourrait le faire peut-être si on compare 2 à 2 et puis qu'on suit bien les deux variétés avec des variétés contrastées. C'est d'ailleurs ce qu'on souhaite faire dans le projet Vivo. Là, on va mettre en place des variétés contrastées sur la vigueur et on va regarder la relation avec le rendement, etc. Donc là, c'est plus simple sur des dispositifs comme ça. Sur des dispositifs où on a 17 variétés, c'est compliqué de faire le lien avec le rendement final. Et il n'y en a pas forcément toujours. En fait, c'est tout la diapo de départ. Après, c'est bien d'avoir une variété qui est bonne partout, mais bon, je vais prendre l'exemple, voilà, Black Million par exemple, vous l'avez vu sur certains critères, c'est pas une variété qui est super. Pourtant, pourquoi elle est encore dans nos essais? Parce que en termes de performance, rendement final, dans les essais normales, hein, sans symptômes, elle a performé. Donc voilà, les Black Million, on peut en faire sans problème et on fait du rendement, parce que on a continué à la faire, c'est elle a fait une bonne première année. Donc voilà, c'est juste pour dire que on va pas jeter à la poubelle des variétés qui sont mal classées. Ce qui est bien, c'est d'avoir une variété qui est performante en rendement et qui est performante aussi sur ces essais-là. On peut avoir Feliciano, on a beaucoup parlé de Feliciano, c'est pareil, sur certains regroupements au niveau du rendement, elle était plutôt en retrait. Pourtant, elle est voilà, sur des paramètres insectes, elle est plutôt bonne. Donc ça dépend ce qu'on cherche en fait. Si on cherche à limiter un peu la pression de nombre de larves sur sa parcelle, c'est une variété intéressante. Si on n'a pas trop de problèmes de larves et qu'on cherche plutôt la performance rendement, on va peut-être regarder plutôt le critère rendement. Donc voilà, mais le lien direct entre un paramètre, un critère en colza et le rendement final, c'est compliqué. C'est une variété qui compense aussi, c'est une culture qui compense jusqu'à la fin de cycle. Heureusement, d'ailleurs, on le voit cette année, hein, il y a des parcelles qu'on a vu refleurir très tardivement et qui font quand même des siliques, c'est assez impressionnant. Mais voilà, et du coup, c'est compliqué derrière, même avec des dégâts, de se dire, comme il y a de la compensation, ça gomme souvent tout, en fait. Enfin, ça gomme pas mal de choses. Après, comme dit souvent Julien, d'ailleurs, c'est peut-être mieux de partir avec une variété qui n'a pas trop de tard, etc. Et on est plus serein, mais après, ça ne veut pas dire qu'on va faire un plus gros rendement qu'un autre. Ça, c'est de la conduite culturelle. Voilà. Après, il vaudrait mieux avoir une variété où tout est vert, mais ça, ça n'existe pas forcément. Donc, d'où l'importance pour nous de vous aider à pondérer les critères, c'est-à-dire vous dire, pour moi, ce qui est plus important, c'est de pas avoir de larves. Moi, ce qui est plus important, c'est des rendements vraiment à fond.
c'est la vigueur pour moi, ou c'est l'élongation, ou l'averse, ou la cynadrose sporieuse, par exemple, la Normandie, voilà, n'oublions pas les autres critères, quoi. Je sais pas si je réponds à la question, mais il n'y a pas vraiment de réponse, en fait. Voilà. J'ai pas la réponse sur le lien direct avec le rendement, je n'ai pas pu le démontrer jusqu'à maintenant. Parce que les dispositifs sont pas faits pour aussi. Non. Bon, pour tenir le Camille, donc les questions continuent d'arriver. Je vais en reprendre une. Hein, et Arnaud y a partiellement répondu. C'est que globalement, c'est vrai que ça fait beaucoup de facteurs. Là, on n'a pas encore tout balayé. On a des projets aussi de travailler sur les vigueurs de reprise, des choses comme ça dans les années à venir. Donc, c'est clair que ça fait beaucoup de facteurs sur la variété. La personne disait, voilà, globalement, le résultat variétal, c'est 3% dans le petit camembert de tout à l'heure. Alors, il y avait aussi l'interaction variété-milieu hein, qui faisait 13, donc on peut dire autour de 15% l'aspect variétal. Donc, c'est vrai que par rapport à tout le reste, c'est faible. Mais c'est bien ce que j'ai dit en intro, attention, c'est faible dans des conditions non limitantes. Si je mets une variété très peu vigoureuse en argilo-calcaire superficiel avec une pression ravageante importante, je sais que je vais quand même aller au carton. Par contre, une variété peu poussante, comme l'a dit Arnaud à l'instant, en limon profond avec de l'eau, que tout se passe bien toute la saison, ça va très bien finir. Donc, il faut bien, voilà, dans les essais, globalement, on pourrait dire que l'effet variétal est faible. C'est une réalité parce qu'on les compare dans un milieu donné. Par contre, en parcelle agriculteur, il faut bien être clair que voilà, il y a des variétés passe-partout, mais il y a certaines variétés à éviter dans certains milieux. Et puis, donc, c'est surtout ça, c'est d'éviter, gérer les grosses erreurs de positionnement pour certains types variétaux. Une dernière question aussi, je regarde à fur et à mesure qu'elles arrivent. Beaucoup de variétés inscrites en France et commerciées ne sont pas testées. Toutes les variétés inscrites en France depuis le début de ces travaux-là, ça veut dire depuis 2-3 ans, ont bien été testées parce que voilà, toutes les variétés inscrites en France sont testées. Après, sur l'aspect commercialisé, on va tester les variétés qui viennent du catalogue, ce qu'on appelle le catalogue communautaire. Donc, c'est les semenciers qui nous mettent à disposition ces variétés-là, donc des variétés qui sont inscrites ailleurs qu'en France. Donc là, on ne teste pas toutes les variétés parce qu'elles ne sont pas forcément toutes mises à disposition. Donc, c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de variétés qui ne sont pas disponibles et qui ne seront pas disponibles de toute façon sur ce genre de critères-là. Donc, c'est vrai que les données, les variétés françaises, par contre, vous les aurez, je dirais, à partir de maintenant, tous les ans, mais c'est clair qu'on ne va pas retester des variétés anciennes comme, je sais pas, je peux prendre diffusion, comme des choses comme ça, des variétés qui sont aujourd'hui un peu présentes encore dans la plaine, mais voilà, maintenant, on teste toutes les variétés qui arrivent actuellement. Je regarde une dernière question et puis on va être obligé de clôturer parce que voilà, certains s'en vont déjà. Est-ce que voilà, une question par exemple sur la fin, est-ce qu'on recevra la présentation? De toute façon, ce webinaire a été enregistré en direct et diffusé en direct sur YouTube, donc on était à peu près 200. Donc oui, ça pourrait être en replay. Et puis Arnaud, comme je l'avais dit en introduction, va faire un document de synthèse. Voilà, simple. Donc, ils seront mis en ligne sur le portail Terrinovia. Et puis, il fera en lui laissant un petit peu de temps, une synthèse plus complète avec l'ensemble des résultats dans les prochaines semaines. Donc, ils seront aussi mis à disposition. Donc, écoutez, je vous propose de clôturer. On a pris 10 minutes de retard. Je remercie l'ensemble des participants, l'ensemble aussi des gens qui ont œuvré à la réussite de la collecte de ces données, que ce soit Arnaud sur le traitement Inadia, mais aussi tous les collègues des OS, des chambres et des techniciens Terrinovia qui ont collecté les données tout au long de cette campagne, dans les conditions qu'on connaît. Ça ne nous a pas simplifié tout le temps la vie. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puis, ça arrive à grand